Marc. Il y aura donc des pourparlers au Pakistan entre Washington et Téhéran à partir de vendredi. Une victoire totale et complète, 100%, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est ce qu'a dit le président américain. Et l'Iran a remporté une grande victoire. Ça, c'est ce qu'a proclamé le Conseil suprême de la sécurité en Iran. Donc, ils revendiquent tous les deux, États-Unis et Iran, la victoire après avoir convenu de ce cessez-le-feu de 2 semaines. Donc, en échange, bien sûr, de la réouverture du détroit d'Ormuz. Jean-Michel Salvatore, qui dit vrai? On va voir, parce que là, pour l'instant, ils se sont mis d'accord pour discuter à partir de vendredi. Donc, on verra ce que donnent les discussions. Mais je trouve quand même que ce qui se passe laisse assez perplexe. Parce que c'est finalement le plan proposé par les Iraniens qui va être l'agenda de la discussion. Et dans cet agenda, il y a 2 choses que moi je trouve extrêmement choquantes. D'abord, il y a le fait que les Iraniens demandent à ce que leur droit à enrichir leur uranium soit reconnu. Or, c'était l'un des buts de guerre de Donald Trump. Et là, Donald Trump a considéré que ce point-là était dans la discussion. Donc, on se demande à quoi a servi la guerre, d'une certaine façon. Et puis, il y a un deuxième point qui est aussi assez préoccupant, c'est que, visiblement, les Iraniens cherchent à annexer le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire qu'ils vont annexer une voie de passage du pétrole, ce qui leur donnerait un pouvoir économique mondial. Et là, on se dit aussi, tout ça pour ça, si on a fait la guerre, si les Américains ont fait la guerre pendant 40 jours pour arriver à ce résultat-là, ce serait assez calamiteux. Donc on va voir ce que donnent les négociations, mais pour l'instant, c'est pas terrible. Et puis c'est fragile sur le terrain. Hein. Vous avez vu que les gardiens de la Révolution disaient qu'ils gardaient le doigt sur la gâchette. Au micro d'Europe 1 ce matin, Vincent Hervouet, éditorialiste, estime que Téhéran a des raisons de se réjouir de cet accord. Les Iraniens prétendent que les Américains leur ont reconnu le droit de contrôler l'ouverture et la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le détroit serait désormais privatisé au seul bénéfice des C'était pas le cas Iraniens. Bien sûr que non, il y avait la liberté de circulation. Le régime prétend que ce qui a été dealé avec les Américains, c'est ça. Sur l'enrichissement de l'uranium, il va continuer parce que c'est autorisé, c'est légalement autorisé, à vocation civile. Mais ils ont toujours dit qu'ils faisaient de l'uranium et faisaient de l'enrichissement pour du nucléaire civil. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et quant au proxy, il n'y a pas un mot, a priori, dans l'accord. Donc tout reste à faire. Georges Fenech, est-ce que vous êtes vous aussi assez sceptique sur cet accord de cessez-le-feu et sur quoi il pourrait déboucher, bien sûr? Moi, je dirais d'abord ce que tout le monde exprime, un soulagement, qu'il n'y ait pas eu effectivement une apocalypse sur l'Iran. Je pense aux populations iraniennes, bien entendu. Ça, c'est le premier point. Après, le sentiment, c'est la gueule de bois aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, tout ça pour ça. Le régime reste en place. Il continue à y avoir des pendaisons, des tortures, des massacres, on peut dire. Oui, ça veut dire que le peuple iranien est le grand perdant, finalement. Voilà, on ne sait pas s'il y a un grand vainqueur, mais il y a un grand perdant. Je crois qu'on ne va pas le voir de sitôt ressortir dans la rue. Si ce régime a tenu tête, comme il l'a fait, à la première puissance militaire mondiale, c'est que ce ne sont pas des manifestants dans la rue qui vont renverser le régime. Ça, c'est la première action. Et puis ensuite, je partage ce qu'a dit Jean-Michel. Rien, on est dans le flou. Rien n'est réglé. Quant au détroit d'Ormuz, si on veut en faire comme le canal de Suez, c'est-à-dire un péage et une autorisation et un contrôle, c'est quand même une victoire, effectivement, pour l'Iran, qui va avoir une domination sur tous les pays du Golfe, vous vous rendez compte. Mais au fond, n'oubliez pas qu'il y a un autre co-belligérant dans cette affaire. C'est quand même Israël. Même si Israël dit, nous, on continue au Liban, les autres disent non, le Liban fait partie des négociations. On voit bien qu'on n'est pas tous autour d'une table, ils ne sont pas tous autour d'une table, complètement d'accord sur les conditions de ce cessez-le-feu. Donc il va falloir voir comment les choses vont évoluer. Alors justement, Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin, juste avant la réunion du Conseil de défense qui avait lieu à l'Élysée. Pour lui, pour la France, ce cessez-le-feu doit également inclure justement le Liban. Écoutez. Notre souhait dans ce contexte, c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban. C'est d'autre part de nous assurer que le mécanisme de coordination qui existe depuis plusieurs mois et qui inclut les États-Unis et la France soit pleinement réactivé. Et c'est de renforcer le soutien aux forces armées libanaises pour pleinement reprendre le contrôle de leur territoire et lutter efficacement contre le Hezbollah.
Beaucoup de pays européens, pas seulement la France d'ailleurs, ont regretté que cet accord de cessez-le-feu ne concerne pas le Liban. Finalement, l'État hébreu, là, a son propre agenda, ses propres objectifs vis-à-vis du Hezbollah, peu importe ce qui se passe en Iran. Oui, mais les Iraniens disent que l'accord concerne le Liban. Hein. Et le problème dans tout ça, si vous voulez, c'est qu'on ne voit pas très bien qui a négocié côté iranien, qui est le visage qui a négocié, on ne sait pas, on n'a pas le nom. Visiblement, les choses se sont faites par téléphone avec les autorités pakistanaises, entre Trump et les autorités pakistanaises. Ils se sont mis d'accord comme ça, visiblement, oralement. Tout ça est quand même extrêmement fragile, extrêmement nébuleux et, moi, il me semble totalement réversible. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est quand même assez désarmant de voir, si vous voulez, les conditions dans lesquelles ça s'est fait, et puis de passer des menaces incroyables de Donald Trump qui quasiment menaçait l'Iran d'un génocide. Hein. Il disait la civilisation iranienne va mourir ce soir. On va éradiquer la civilisation iranienne, on va la réduire à l'âge de pierre, et puis là, arriver à la table de négociation, Trump arrive à la table de négociation avec un genou à terre, sinon deux. Donc c'est quand même assez effrayant. Sinon que quand même, Georges Fenech. Je veux dire, l'arsenal militaire iranien a été en très très grande partie détruit. Hein. Ça c'est très important. De même qu'on ne sait pas l'uranium, mais il y a quand même on peut penser que même si on n'a pas retrouvé ces fameux 400 kilos, on peut penser qu'ils vont être en grande difficulté avant de retrouver une capacité de production. Ça, c'est quand même aussi à noter. Ils sont affaiblis, mais ils ont résisté quand même. Là, ils ont une victoire peut-être symbolique, et notamment sur la population. Oui, mais Georges, moi je pense que, quand même, si on se met à leur place, finalement, ils ont résisté pendant 40 jours à deux puissances nucléaires mondiales, les Américains et les deux plus grandes armées. Et deux plus grandes armées. Donc, si vous voulez, ils ont sans doute un sentiment de fierté incroyable. Et je pense que les gardiens de la Révolution qui ont pris le pouvoir, visiblement, et qui ont pris le pouvoir des mains des mollahs, parce que visiblement, c'est plus les mollahs qui dirigent, doivent avoir un sentiment de toute puissance absolument incroyable, ce qui est très inquiétant, vous le disiez tout à l'heure, hein, sur les populations civiles. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec les populations civiles? Leur insatisfaction et leur colère est intacte. Hein, mais auront-ils le courage de sortir pour manifester? On peut en douter. Semaine de cessez-le-feu conclue entre l'Iran et les États-Unis. Les deux belligérants revendiquent la victoire. L'accord prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz, axe vital pour le commerce mondial du pétrole et du gaz. Sébastien Lecornu indique que le gouvernement veillera à ce que les prix des carburants baissent aussi vite qu'ils sont montés. De son côté, Emmanuel Macron salue cet accord et le qualifie de très bonne chose. La France qui demande que la fin des combats concerne aussi le Liban. Refus des Israéliens qui disent vouloir poursuivre leur offensive pour venir à bout du Hezbollah. Un suspect interpellé après le viol d'une femme de 74 ans. La septuagénaire aurait été frappée avec une matraque puis agressée sexuellement pendant 1 heure à son domicile à Romainville en Seine-Saint-Denis. Le suspect, Mourad A, un homme âgé de 25 ans qui se dit de nationalité algérienne, a été interpellé peu après les faits. Le PSG défie Liverpool ce soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Match à suivre en direct sur Canal+. Hier, le Bayern Munich s'est imposé 2-1 à Madrid. Arsenal s'est offert la victoire à Lisbonne contre le Sporting Portugal en toute fin de match, 1-0. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite avec vous, Clélie Mathias, et vos 3 chroniqueurs. Aujourd'hui avec vous, Sophie Audugé, Georges Fenech et Jean-Michel Salvatore. Et on poursuit évidemment notre discussion autour de l'accord, enfin en tout cas de ce cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin, c'était avant le Conseil de défense à l'Élysée. Il est venu présenter les enjeux de cet accord. La France se dit prête à participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Écoutez le chef de l'État. Sur le détroit d'Ormuz, l'Iran a annoncé être prêt à débloquer celui-ci, ce qui est une bonne chose. Et nous travaillons depuis plusieurs semaines à mobiliser nos partenaires en Asie, en Europe, dans la région. Une quinzaine de pays sont aujourd'hui mobilisés et participent à la planification sous le pilotage de la France pour permettre justement la mise en œuvre d'une mission strictement défensive en coordination avec l'Iran quand les conditions seront remplies pour permettre de faciliter la reprise de cette circulation. Alors ça, c'est pour la France et Emmanuel Macron. Parallèlement, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, se rend, lui, il est même déjà sur place dans les pays de Golfe pour rencontrer les dirigeants de la région et ouvrir des discussions sur des mesures concrètes pour le détroit d'Ormuz, pour le sécuriser et permettre une navigation des plus fluides possible. Donc maintenant, c'est quoi? C'est aux Européens de jouer, Georges Fenech. C'est aussi maintenant que l'Europe doit prendre sa part. Il serait temps.
D'ailleurs, c'est ce qu'a dit notre président, puisqu'il avait dit nous interviendrons lorsque la guerre, enfin, Parce que les combats auront cessé, en tout cas. auront Les cessé. armes se seront tues. Voilà. Maintenant, il y a un semblant d'accord sur ce passage du détroit d'Ormuz. Il nous appartient effectivement, européens, mais pas qu'européens. On peut demander aussi, est-ce que le Pakistan peut-être y mette du sien? Peut-être, pourquoi pas, les Chinois aussi, puisqu'ils sont tributaires, eux, quasiment complètement du détroit d'Ormuz. Donc, comment vont réagir les autorités iraniennes? Comment ça va s'installer, cette souveraineté? C'est une souveraineté sur le canal, pas le canal, sur le détroit. Parce que je pense au canal de Suez. Vous vous souvenez que Oui, parce l'Égypte que c'est aussi un avait précédent, mis en bien sûr. 1956 avec, comment il s'appelait, Nasser, la souveraineté. Donc, tout dépend de l'autorité de l'État égyptien. Donc là, on va assister un peu à l'équivalent, finalement. C'est-à-dire un des passages, un des vraiment centres névralgiques de l'énergie mondiale, qui est le détroit d'Ormuz, va être sous le contrôle, l'autorité et l'enrichissement aussi de l'Iran, puisque tous les pétroliers qui passaient gratuitement jusqu'à maintenant, les gaziers, les tankers, etc., vont devoir sans aucun doute payer un droit de passage à l'Iran. Vous voyez. Donc, mais l'important, dans un premier temps, c'est de libérer effectivement ce passage pour faire retomber la crise mondiale énergétique qui nous impacte jusque chez nous, bien entendu. Alors, les Anglais, les Français, mais est-ce que ce ne serait pas Jean-Michel Salvatore aux Nations Unies, finalement, de s'emparer de cette question du détroit d'Ormuz, puisque Georges Fenech le disait, les Chinois sont également très concernés. Oui, mais enfin, là, pour l'instant, je pense que c'est un peu tôt de parler de ça, parce que dans l'accord proposé par les Iraniens à Donald Trump, il est vraiment dit qu'il souhaitait avoir le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, si les Iraniens ont le contrôle du détroit d'Ormuz, et s'ils perçoivent des péages à leur profit, c'est une forme de raquette, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Bon, ils y gagneraient beaucoup. Enfin, est-ce que les Européens, est-ce que les Français peuvent aller sécuriser tout cela? Je pense que tout ça est beaucoup trop tôt. Il me semble, moi j'ai quand même l'impression qu'il faut quand même que les négociations entre les Américains et les Iraniens commencent à partir de vendredi, qu'ensuite ils arrivent à un véritable accord. Et à partir de là, on verra qu'est-ce qu'il y a dans l'accord et on verra si les Iraniens maintiennent leur volonté de contrôler le détroit d'Ormuz. Si c'est le cas, c'est une catastrophe économique mondiale, parce que ça veut dire qu'ils ont un pouvoir économique, mais absolument terrible, à la fois, surtout d'ailleurs sur l'Asie, sur la Chine, mais là il n'y a pas de problème parce que ce sont leurs amis, sur la Russie il n'y a pas de problème, ce sont leurs amis, mais sur l'Europe, et puis évidemment sur les pays du Golfe. Donc je pense que là pour l'instant c'est sans doute un peu tôt, mais c'est vrai que si les scénarios les plus optimistes se mettent en route et que effectivement il y a un cessez-le-feu puis un accord de paix et qu'on évite que les Iraniens prennent la possession du canal de Suez, du canal du détroit d'Ormuz. Décidément, il revient beaucoup ce canal de Suez. Ça nous rappelle. Ouais. Là, oui, évidemment, l'initiative des Français et des Britanniques est très intéressante. À ce propos, les États-Unis vont parler des sanctions des droits de douane avec l'Iran. C'est ce que dit Trump à l'instant. Et puisqu'on parle d'économie, écoutez, David Lisnard, maire de Cannes, est candidat à l'élection présidentielle et il a estimé ce matin, c'était sur Europe 1 et CNews, que cette crise a révélé les faiblesses de la France. On a vu que l'Iran pouvait jouer avec le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est nouveau. Il ne faudrait pas que les gardiens de la Révolution deviennent des gardiens du détroit d'Ormuz. Et nous avons, nous, la France et l'Europe, une carte à jouer. Je pense que nous devrions prendre très vite une initiative pour renforcer notre alliance avec les Émirats arabes unis notamment, et pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, il est primordial pour nous, pour notre essence, mais il est primordial surtout pour ces États-là, beaucoup plus que pour l'Arabie saoudite ou d'autres. Il ne faut pas laisser l'initiative à la Chine, parce que la Chine est un des gagnants des dernières heures aussi. Voilà, ça va dans la foulée de ce que vous disiez. Mais est-ce que cette guerre au Moyen-Orient n'a pas eu au moins un mérite? C'est d'agir comme un déclic pour les Français, de se dire attention, là on a un sujet énergétique, il faut absolument revoir notre souveraineté dans ce domaine. Georges Fenech. Oui, je pense que il y a longtemps qu'on aurait dû mesurer l'éventualité et l'impact d'une telle crise qui peut se reproduire à tout moment, qui peut être même encore beaucoup plus grave. On a bien vu notre fragilité, notre dépendance. Donc il serait peut-être temps, effectivement, de développer, mais bon, c'est engagé maintenant, d'une part en matière d'électricité, une souveraineté totale, on l'a déjà, mais il faut continuer à construire des EPR, comme ça a été annoncé par le président de la République.
Et puis, pour le gaz, etc., il faut évidemment diversifier nos sources d'approvisionnement. Et on peut peut-être espérer, d'ailleurs, qu'un jour, on retrouve notre capacité, enfin notre droit, en tout cas, à acheter du gaz aussi à la Russie. Je le dis très clairement. Pourquoi, effectivement, se priver toujours ? On peut espérer qu'il y ait aussi la fin d'une guerre ou un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Écoutez, Maud Bréjean, la porte-parole du gouvernement, elle a reparlé de ce plan d'électrification qui va être mis en place prochainement. Le président de la République a invité le gouvernement à continuer à appuyer l'ensemble des secteurs et des filières économiques les plus en difficulté, les plus exposés. C'est ce que nous avons fait depuis le départ. Je vous renvoie vers les aides qui ont été déployées pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, pour les transporteurs. Et puis dans un deuxième temps, un travail sur les mesures structurelles, avec notamment le plan d'électrification qui sera annoncé dans les jours à venir, puisqu'au fond, on a vu, et on a eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, que depuis le début de cette crise, nous avons payé le prix de nos dépendances, et donc il conviendra d'en tirer, là encore, et à moyen et long terme, toutes les conclusions et les leçons nécessaires. Georges Fenech, vous voulez réagir? Oui. Très, très incorrect politiquement, mais je tiens quand même à le dire. Vous savez que nous avons sous nos pieds une réserve en gaz de schiste qui est absolument phénoménale, comme les Américains, qui, eux, aujourd'hui, sont totalement autonomes et excédents. Pour céder, si vous voulez, à un lobby écologique très puissant, on s'interdit même de faire des recherches, non pas sur la présence du gaz qui y est, mais scientifiques, si effectivement c'est une atteinte ou non à notre environnement. Vous voyez, on s'interdit même la recherche scientifique. Et je pense que c'est dommage parce qu'on a aussi là une source importante. Jean-Michel Salvatore. Moi, sur la séquence, je trouve que c'est une séquence qui est assez dramatique pour l'économie française, parce qu'en fait, la France a fait l'expérience de sa perte de souveraineté économique, quand vous regardez ce qui s'est passé. On n'avait pas les moyens de soutenir les Français les plus fragiles parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et là, on a touché du doigt notre perte de souveraineté économique parce que on n'a pas pu faire les efforts qu'ont fait les Espagnols ou les Italiens ou d'autres pays européens, tout simplement parce que on a trop de dettes et que si on lâchait sur les dépenses, on aurait été sanctionné par nos créanciers et peut-être que les taux d'intérêt auraient réaugmenté, alors que dans le même temps, ils vont quand même réaugmenter parce que comme la crise provoque de l'inflation, l'inflation, la seule façon de la combattre, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Donc on sait déjà, si vous voulez, qu'en termes d'endettement, la crise va nous coûter 2, 3 ou 4 milliards supplémentaires. Mais justement, puisqu'on dit, voilà, on n'a plus d'argent, on a une dette abyssale, des taux d'intérêt qui sont augmentés, est-ce que ça ne valide pas la stratégie du gouvernement qui, là, a adopté des plans d'aide ciblés, des mesures totalement très ponctuelles sur quelques secteurs? Mais c'est pas assez. Je vous pose la question. C'est pas assez, évidemment. Et là, si la guerre cesse, d'abord, ça va pas se régler tout de suite. La guerre, elle n'est pas terminée. Il y a une trêve, mais c'est pas fini. Et puis, quand vous regardez un petit peu, vous aviez énormément de professions qui ont beaucoup souffert de cette crise. Alors, évidemment, il y a eu quelques aides qui ont été accordées, mais regardez ce qu'a fait l'Italie, regardez ce qu'a fait l'Espagne. Eux, ils y sont allés carrément. Les pays européens, d'ailleurs. Les Italiens, ils ont déjà dépensé quelque chose comme 2 milliards, je crois. Les Italiens ont dépensé 2 milliards. Les Espagnols ont dépensé 5 milliards. Nous, on ne peut pas le faire. Et c'est là où je parle de problème de souveraineté, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens d'avoir une politique souveraine en direction de notre population, parce que finalement, on n'a plus d'argent. Et ça, franchement, c'est dramatique. Et donc, c'est... Bientôt 3 500 milliards de dettes, vous vous rendez compte? On peut ajouter également la réforme des retraites, qu'on a abandonnée, qui aurait été l'une des solutions, évidemment. Et donc, l'époque bénite du « quoi qu'il en coûte », qu'on a connu pendant le Covid, c'est impossible aujourd'hui. Vous citez les fonctions et activités exposées, mais c'est tous les Français qui en souffrent. C'est pas uniquement les transporteurs. Et qui continuent de souffrir là en attendant que les prix baissent. Sébastien Lecornu a annoncé que ça allait baisser rapidement, au moins 5 à 10, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller accompagner leurs enfants à l'école. Au-delà du périphérique, tout le monde souffre. Mais bien sûr. Au-delà du périphérique, tout le monde souffre. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous, justement, que là, ce que le gouvernement a fait en débloquant ces millions ciblés pour des aides sur certains secteurs, les transporteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, certaines emplois à domicile, ça n'a pas été à la fois ni suffisant, ni efficace vis-à-vis de la dette? Non, certainement pas.
Et qui plus est, on avait quand même d'autres choix possibles. On pouvait, sans toucher au portefeuille, parce qu'on n'a plus d'argent, on pouvait peut-être réorienter des budgets compte tenu de l'urgence. On verse à peu près 8 milliards actuellement à l'industrie éolienne. On n'en a pas besoin, puisqu'on a suffisamment d'électricité, on en exporte. On a trop d'électricité. Pourquoi voulez-vous continuer à subventionner? Ce sont des subventions, donc c'est de l'argent public, c'est de l'argent de l'impôt. On aurait pu faire une petite pause. Allez, ça aurait fait crier Madame Tondelier, etc. Une petite pause sur l'éolien et réorienter sur, effectivement, tout ce qui touche à l'existence même, à l'existentiel, à l'essentiel de la vie des Français, c'est-à-dire l'essence, le chauffage, le gaz, etc.